Salut, c'est Lilian, et on se retrouve pour une vidéo un peu particulière, parce que, en fait, c'est un peu un nouveau concept, de la chaîne secondaire, probablement. Parce que je vais peut-être pas foutre ça sur la chaîne principale, vu comme c'est pas ouf. Mais en gros, ouais, j'avais envie de faire des vidéos un peu à la cool, comme ça, en impro, en facecam. Déjà parce que je suis pas à l'aise en facecam, et que je pense que le mieux à faire pour être bon, c'est de pratiquer, mais donc voilà, faut que j'en fasse un peu. Et aussi parce que, ben, vous l'avez vu, hein, en 2024, j'ai quasiment rien sorti sur la chaîne. J'ai un rythme de vidéo catastrophique parce que ben, je suis occupé à faire plein de trucs à côté. Hein, et, euh, et du coup, je me dis, pour faire du contenu sans attendre des plombes et tout, sans travail, du contenu un peu moins travaillé, surtout, qui prennent du coup beaucoup moins de temps à faire, je pense que c'est bien de faire des vidéos comme ça en facecam, avec très peu de montage, très peu de cuts, qui se fait très rapidement, où je mets juste des petites musiques de fond, et tout, et où je parle d'un peu de tout, de sujets, même que ça peut être d'actualité, ça peut être des réactions, ou à des débats, ou des trucs comme ça, et, euh, et je pense que ça peut être intéressant, même si c'est beaucoup moins travaillé, du coup, hein. Ça ferait un peu comme des rediffs de live, hein, si vous voulez, mais un peu plus travaillé, genre je vais travailler quand même un petit peu à la base, enfin avant de commencer le truc, prendre un peu de notes et tout, le checker comme ça de temps en temps, discrètement, et faire un peu un brouillon et me baser là-dessus pour faire quelque chose d'à peu près propre. Euh, et donc voilà, pour cette première, du coup, j'avais envie de parler du Festival d'Angoulême, parce que j'y suis allé cette année. Et du coup, ouais, j'y suis allé, c'était du 31, ouais, du jeudi 31 janvier au 2 février, au dimanche 2 février. Donc le festival d'Angoulême, c'est la troisième fois que j'y allais, ça fait 3 fois de suite que j'y vais en fait. Euh, et c'est un truc que j'aime beaucoup. Mais juste comme ça pour commencer, vous expliquer un peu ce que c'est. En gros, ben, c'est un des plus gros festivals de BD au monde, hein, tout simplement. Euh, donc c'est vraiment, puis quand je parle de BD vraiment au sens large, hein, c'est pas juste la BD franco-belge, c'est c'est autant la BD, ben, en vrai d'un peu partout, hein, un peu partout dans le monde, donc ça comprend aussi les mangas, les comics, les webtoons un petit peu, enfin les webtoons plus ou moins, parce que c'est un truc qui est assez nouveau, mais il y a eu une expo de webtoon d'ailleurs cette année. Et puis, mais le truc c'est que c'est, enfin webtoon de par sa nature même, vu que c'est que du digital, enfin en ligne quoi si vous voulez, il n'y a pas vraiment de format physique et tout, c'est compliqué d'en faire des expos, d'en vendre, même si bon, il y a les tomes physiques, mais bref. Euh, et donc, Angoulême, qu'est-ce qu'il y a à Angoulême? Bah déjà, il y a plein d'expos, d'expositions, genre des trucs de style... en fait, ça peut être assez large. Par exemple, ça peut être sur un thème. Donc, genre, par exemple, cette année, il y a eu la science-fiction. Genre la science-fiction dans la BD franco-belge, hein, surtout. Euh, Son évolution à travers le temps, des trucs comme ça. D'ailleurs, c'était une super expo, ça. Euh, Ça peut être aussi sur une œuvre précise. Genre, il y a une expo... Enfin, du coup, c'est pas une œuvre précise, parce que c'est Superman, donc il y en a plein d'œuvres. Mais il y a une expo sur Vinland Saga, par exemple. Et ça peut être aussi des expos sur un auteur précis. Genre l'année dernière, par exemple, il y avait des expos... non, c'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans, il y avait une expo sur Junji Ito, par exemple. Et cette année, il y avait Gutanabe. Enfin bref. Ah oui, et l'année dernière, il y avait Moto Hagio. Enfin bref. Et du coup, il y a plein d'expos comme ça où... Enfin, les expos, généralement, c'est surtout, en fait, des planches originales. Et ça, d'ailleurs, je trouve ça génial, parce que tu vois vraiment les planches dessinées, tu vois l'auteur qui a... Ça, surtout pour le manga, par exemple, t'as les planches de Vinland Saga, je pourrais en mettre quelques-unes au montage. Tu vois vraiment le blanc qui était... Enfin, genre, tu vois l'auteur qui se corrige en mettant du blanc un peu partout, tu vois un peu, des fois, les crayonnés, tu vois tu ressens vraiment les coups de pinceau, les coups de trait, enfin, d'encre et tout, qui ont été faits, tu sais, qui font pas des noirs uniformes, par exemple, parce que le noir uniforme, c'est un truc qui se fait quand tu scannes la page, quoi. Et là, tu vois vraiment tout le détail, la planche telle qu'elle est réellement, en fait, enfin, parce que c'est l'original, quoi, c'est celle que l'auteur a dessinée lui-même, tu vois. Et les expos, c'est souvent ça, et du coup, ça permet un peu de comprendre un peu mieux le processus créatif de l'auteur. J'ai dû faire un cut parce que la caméra a redémarré. Et du coup, et en dehors des expos, il y a aussi les conférences, donc, ou masterclass comme ils disent. Du coup, ça c'est simple, hein, c'est des conférences. Ça peut souvent être des auteurs. Par exemple, il y en a eu sur
les 3 mangaka qui étaient venus, du coup, Makoto Yukimura, donc l'auteur de Vinland Saga, Gutanabe, celui qui fait les adaptations de Lovecraft, et puis l'auteur de l'Atelier des Sorciers, je sais plus comment il s'appelle. Mais il y a aussi plein de gens un peu du milieu, quoi, pas forcément que des auteurs. Ça peut être des éditeurs, des traducteurs, des artistes qui se rapprochent un peu du monde de la BD. Par exemple, une année, il y a eu, ils interviewaient, l'année dernière, je sais plus quel réalisateur de films d'animation. Bref. Et puis, cette année, j'en ai pas fait, mais l'année dernière, j'en ai fait les 3 des mangaka, du coup, et c'était très, très sympa. Mais ça force à avoir un peu un emploi du temps, donc cette année, j'ai évité. Et aussi, il y a aussi un peu tous les prix qui sont décernés là-bas, hein. C'est un peu comme, comme le festival de Cannes de la BD, si vous voulez. Donc il y a des prix qui sont décernés et tout, mais moi ça m'intéresse pas plus que ça, et puis la BD c'est un milieu que je connais pas trop, donc voilà, c'est pas un truc que j'ai regardé spécialement. Après il y a aussi les fameuses dédicaces, pour lesquelles beaucoup de gens viennent. Donc les dédicaces ça peut être très sympa si on en prend chez des petits auteurs indépendants que personne connaît, tu vois, parce que souvent il n'y a pas beaucoup de queue. Tu découvres un peu la BD et tout en l'achetant, et c'est bien parce que du coup, si tu veux, tu fais ta dédicace, et tu peux parler directement avec l'auteur parce qu'il te fait son petit dessin personnalisé pendant au moins 5 minutes, tu vois, il parle en même temps avec toi, il discute. Donc c'est un rapport très sympa d'humain à humain, quoi. Donc c'est plutôt cool, je trouve, ce genre de truc. Et par contre, l'extrême inverse, c'est par exemple cette année les dédicaces de Makoto Yukimura, donc pour Vinland Saga. Vous vous doutez que des dédicaces pour Vinland Saga, il y a un paquet de gens qui en veulent. Et du coup, pour en avoir une, fallait faire la queue la veille à 20h. Genre les gens ont passé la nuit dehors pour avoir leur dédicace le lendemain. Tout ça pour la revendre à 500 balles sur Vinted juste après. Enfin bref. Et du coup, voilà, c'est un petit peu moins sympa, on va dire. Faut soit être giga fan, hein, être vraiment déter, et vouloir perdre sa journée pour ça. Soit être... soit vouloir se faire de la thune. Mais du coup, oui, bref... en dehors de ça, ce qu'il faut comprendre, je pense, avec le Festival d'Angoulême, pour vraiment saisir un peu l'ambiance du truc, c'est que c'est un festival qui a lieu dans toute la ville, en fait. C'est pas juste, c'est pas genre la Japan Expo où ils te font un grand hangar, où ils te foutent tout le monde, ils entassent tout le monde là-dedans et tout. Non, là c'est vraiment toute la ville qui est dédiée à ça, donc il y a des trucs vraiment partout, quoi. Et il y a des trucs partout qui font partie plus ou moins du festival aussi, parce que, si vous voulez, vu que la ville est vraiment dédiée à ça pendant 4 jours, voire 5 avec les pros, parce qu'il y a un jour un peu pour les pros le mercredi, tous les artistes en fait ils en profitent pour sortir et faire leurs trucs aussi de leur côté, tu vois, des trucs qui font pas forcément partie du festival. Donc en fait ça donne une ambiance vraiment, vraiment géniale, quoi, où tu sens qu'il y a de la créativité vraiment partout, il y a plein de trucs de partout, enfin c'est vraiment cool comme ambiance, quoi. Et puis du coup oui, il y a plein de... il y a surtout... c'est aussi un lieu où il y a beaucoup de stands du coup, que ça soit pour acheter des BD, des mangas, des trucs un peu plus obscurs, où tu sais pas trop vraiment ce que c'est. Et des trucs qui font partie du festival ou d'autres qui en font pas trop partie, quoi. Parce que comme j'ai dit, il y a des petits artistes qui viennent avec leur propre BD, leur fanzine et tout, et qui essayent de les vendre et tout. Donc ouais, c'est vraiment assez cool. Après, c'est un peu comme un magasin géant, hein, mais après l'intérêt c'est pas forcément d'acheter les trucs qu'on connaît, quoi. Parce que moi j'avoue, j'ai acheté un peu, j'en parlerai tout à l'heure, mais j'ai acheté un peu tous les suites des mangas qui étaient publiés et tout. Mais ouais, l'intérêt principal, c'est aussi de se perdre un peu, et puis d'acheter des trucs dont on n'attend rien. Genre juste on feuillette comme ça, où on tombe dessus, la couve elle nous attire un peu l'œil, ou alors il y a l'auteur qui est là à côté, et on se dit hop, tiens, pourquoi pas. Donc ouais, et puis voilà, découvrir des trucs, et aussi des trucs qui sont
que tu trouves pas forcément à la Fnac, quoi. Des BD un peu indépendantes, un peu obscures et tout, moi je trouve ça pas mal. Donc j'essaye, enfin, après c'est toujours dur, hein, parce que c'est un milieu qu'on connaît pas du tout, donc faut oser, quoi. Mais j'ai essayé quand même de prendre 2-3 trucs, dont on reparlera tout à l'heure, hein, mais qui ont l'air plutôt sympas, certains j'en ai lu, ils sont vraiment cool, donc je regrette pas trop. Et du coup, oui, pour parler de ce que j'ai fait précisément cette année, déjà, faut parler un peu des grands classiques à faire quand tu vas à Angoulême, quoi, enfin, les grands stands, on va dire. Déjà, il y a Manga City, donc comme son nom l'indique, c'est un lieu vraiment dédié au manga, où tu peux acheter plein de mangas, où il y a un peu toutes les maisons d'édition et tout. Donc bon, j'ai acheté, enfin on en parlera tout à l'heure, mais j'ai acheté plusieurs mangas. Il y a le Monde des Bulles, donc là c'est un endroit vraiment réservé à la BD, enfin en vrai BD / comics, et puis il y a même un peu de manga chez certains éditeurs. Mais du coup ouais, c'est vraiment la BD au sens large et mainstream, quoi, les grosses maisons d'édition, on va dire. Donc voilà, c'est pareil, ça reste un peu mainstream et tout. C'est pas forcément l'endroit que j'apprécie le plus, mais j'ai quand même pris des trucs là-bas. Et aussi le meilleur endroit selon moi, c'est vraiment du coup le Nouveau Monde. Donc le Nouveau Monde, c'est vraiment le stand de toutes les maisons d'édition indépendantes. Donc pareil, il y a du manga, de la BD, de la comics. Là, t'as vraiment des trucs vraiment, enfin que tu vois nulle part, quoi. Enfin nulle part. Si, en vrai, si, tu les vois quelque part et tout, mais faut chercher, quoi. Disons que à la Fnac de chez moi, il y a pas ça. Il y a peut-être dans la Fnac de la ville d'à côté, qui est beaucoup plus grosse et tout, mais près de chez moi, pas trop. Et du coup, oui, enfin, et puis vraiment, en plus, c'est un endroit, autant au début, tu retrouves des maisons d'édition un peu, pas vraiment mainstream, mais presque, genre par exemple, il y a le Lézard Noir, chez qui j'achète un peu tous les mangas de Keigo Shinzo, là-bas. Il est là-bas, tu vois, au début. Mais après, plus t'avances dans le truc, plus ça devient des trucs obscurs, et et puis, tu sais pas d'où ça sort et tout, donc c'est assez marrant. Et puis, il y a même des stands qui vendent des BD de cul, enfin bref. Et du coup, ouais, ça reste toujours sympa, je trouve, cet endroit-là, parce que il y a moins de découvrir des pépites, quoi. Et puis c'est surtout là où il y a beaucoup de petits auteurs indépendants qui sont très faciles d'accès, à qui tu peux aller parler, avoir leurs dédicaces et tout. Donc ouais, je pense que c'est l'endroit que je préfère dans le côté commercial, entre guillemets, de Angoulême. Mais après, il y a plein d'autres petits trucs aussi. Par exemple, un truc qui me fait marrer à chaque fois que j'y vais. Dans la rue, tu vois un vigile, tu sais même pas ce qu'il garde, le vigile, tu vois une porte, et en fait, il y a un appart, tu rentres chez les gens, c'est chez des gens, je sais pas pourquoi ils font ça tous les ans, et en fait il y a plein de trucs, en bas cette année je crois qu'il y avait un peu des dédicaces, des trucs comme ça, je sais plus quelle année on y est allé, il y avait une espèce de petit bar où il y avait une grand-mère qui faisait du thé aux gens, enfin bref, t'avais un chat qui se baladait et tout, et c'est vraiment un appart chez des gens, tu sais, tu rentres chez eux, il y a des BD un peu exposés un peu partout, des gens qui discutent comme ça sur des canapés entre eux, enfin bref. Et à l'étage, ça vendait des BD, pareil, tu sais pas, c'est des trucs un peu obscurs, tu sais pas vraiment d'où ça sort. J'en ai acheté une d'ailleurs que j'ai lue, elle est très bien, on en parlera. Donc ouais, c'est le genre d'endroits qui sont un peu cool. Et puis il y a aussi le festival off, hein, avec par où il y a plein de trucs, c'est pas vraiment de la BD, mais il y a plein de trucs, donc c'est des trucs comme ça qui sont assez cool, quoi. Et bref, du coup, on est allé visiter un peu tout ça. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Oui, au niveau des expos, du coup, on a fait les expos de Vinland Saga. C'était vraiment cool, hein. Franchement l'expo de Vinland Saga était top, il y avait beaucoup de planches, et puis si vous voulez, Vinland Saga, de toute façon, enfin, je veux dire, il y a trop de planches iconiques dans ce manga, il y a vraiment des planches de fou H24, et pas forcément, enfin si, en vrai, en termes de dessin, c'est fou, hein, mais je parle plus en termes de symbolique, quoi. T'as vraiment trop de moments cultes dans ce manga, et du coup, revoir les planches en vrai, comme ça fait un petit effet, quoi. Surtout que quand Makoto Yukimura il est passé sur le digital
sur la deuxième moitié du manga à peu près, voire même le troisième tiers, je sais pas, enfin bref, je me souviens plus quand exactement, c'était peut-être vers le tome 20, en tout cas je crois que c'était après l'arc de la ferme. C'était avant le tome 20 en fait. Bref. Et du coup, il y a beaucoup de planches en fait qui ont été dessinées main quoi, et c'est hyper impressionnant à voir, je trouve. C'est vraiment un taf de fou. En fait, c'est vraiment là que tu te rends compte que le dessin d'une planche, c'est un taf de fou. Vraiment, ça doit prendre un temps de malade. Et tu comprends pourquoi Yukimura, il met 1 mois à sortir un chapitre de 20 pages, quoi. Donc bref, c'était vraiment cool à voir, franchement. J'ai beaucoup aimé. Il y avait aussi, on a fait l'expo sur Gutanabe, du coup. Donc Gutanabe qui fait les mangas qui adaptent les nouvelles de Lovecraft, dont j'en ai un paquet là sur le côté. Bon, je vois pas, j'ai pas de retour caméra donc je vois pas si je pointe bien, mais bref, c'est dans la bibliothèque. Et c'est un travail que j'aime beaucoup, celui de Gutanabe. D'ailleurs, pour l'anecdote, Gutanabe me suit sur Twitter. je sais pas pourquoi, un coup j'ai posté, j'ai parlé de son manga, il a vu le tweet, il m'avait retweeté, et il s'était abonné et tout. D'ailleurs, il m'avait retweet plusieurs fois alors que je parlais en français, je sais pas s'il a compris quelque chose, mais bref. Et du coup, c'est un auteur que j'aime beaucoup, même s'il fait vraiment que du Lovecraft, hein, il fait que ça. Mais j'adore vraiment son dessin, je pense que je pourrais en parler un petit moment. Hein. Il y a plein de trucs intéressants à en dire, surtout sur sa représentation des nouvelles de Lovecraft, parce que Lovecraft, c'est un truc qui, de base, le principe même de la mythologie, entre guillemets, que crée Lovecraft, c'est de créer des trucs qui sont indescriptibles, que la pensée humaine ne peut pas appréhender, même dans leur forme. Et du coup, bah, dessiner quelque chose qui est censé être indescriptible, ça marche pas, tu vois, techniquement, genre, tu peux pas faire. Tu peux pas avoir de représentation de ce que les écrits de Lovecraft disent graphiquement, quoi. Sauf que Gutanabe, il arrive vraiment à avoir un espèce de trait bizarre, à dessiner des trucs un peu chelous, qui font un peu bugger le cerveau, tu vois, qui font que tu saisis un peu certaines parts du dessin, et il y a d'autres, tu comprends rien en fait à ce qu'il dessine, tu vois. Tu sais qu'il y a un peu des tentacules, un peu des yeux, t'as un truc qui ressemble vaguement à un visage, mais en fait ça ressemble à rien, du coup t'es paumé, tu sais pas trop ce que c'est et tout, tu sais pas quoi en penser. Enfin bref, c'est super intéressant, je trouve que il adapte super bien du coup l'univers de Lovecraft en dessin. Et du coup, ouais, voir son expo, c'était assez cool, surtout qu'en plus, on voyait vraiment les dessins qu'il faisait à la main avant la retouche, parce que lui, je pense qu'il doit avoir une méthode où en gros, il dessine à la main, et après, enfin une bonne partie en tout cas, et après, il retouche un peu sur tablette graphique ou sur je sais pas quoi. Et du coup, il y a vraiment un grand écart, rien qu'au niveau des couleurs, entre son dessin et la planche finale, entre guillemets. Et du coup, c'était assez intéressant à voir, je trouve. Enfin bref, c'est vrai que je pourrais presque faire une vidéo là-dessus parce que c'est assez intéressant en vrai la façon dont il fait ça, dont il dessine. Et puis aussi j'ai fait l'expo sur la SF du coup dont j'ai parlé un peu tout à l'heure je crois. Donc sur la science-fiction dans la BD franco-belge. Et d'ailleurs c'était giga long, il y avait énormément de trucs, c'était vraiment une grosse exposition. C'était intéressant, même si c'était en fin de journée, j'étais un peu épuisé, donc à la fin j'ai un peu tracé. Mais voilà, ça reste super intéressant parce que la SF en BD c'est vraiment un gros truc hein, en France. Donc voilà. Bon, sinon, en dehors des expos du coup, pour l'anecdote, je pense que je vais foutre l'extrait de vidéo au montage, hein, mais on a fait du Drakkar. Donc pourquoi il y a eu du Drakkar? Ben, tout simplement parce qu'il y avait une expo Vinland Saga, ils ont ramené des gens de Toulouse, je crois, qui fabriquent des Drakkars. Et du coup, j'ai vraiment fait du Drakkar, genre, j'ai ramé, quoi. Et puis d'ailleurs, pour l'anecdote, au début, ils ont mis d'autres types, des gens en plus que, je dis les types, mais genre, c'est vraiment des gens que je connais, hein, c'est Dimitri, du coup, et Fitz, le fameux. Des gens que je connais d'internet, du coup. C'est ça qui est bien avec Angoulême, hein, c'est que tu connais des gens d'internet, et tu peux les croiser que là-bas. Donc bref, j'ai fait des connaissances avec des gens que je connais. Et du coup, eux, ils étaient là en chef d'équipe au début, et ça ramait pas, ça soukait pas trop, tu vois, ça avançait pas très bien, c'était pas très coordonné. Et milieu de parcours, paf, il voit, tu sais, j'ai la barbe et tout, barbe rousse, tout ça, il se dit, tiens, lui c'est un vrai viking, on va le foutre en chef d'équipe, tu vois.
Et du coup, ben, je me suis mis à ramer en donnant le rythme et tout. Et on a tracé de fou, ça envoyait. La guide, là, elle nous racontait son histoire sur le Drakkar et tout, elle a pas eu le temps de la finir, son histoire, hein. Je suis arrivé au port, elle avait pas fini son histoire, hein. Il reste encore beaucoup à raconter, donc j'ai géré, hein. Franchement, c'était beau, c'était grandiose. Bref, on a fait du Drakkar. Il y a avec Simon aussi, enfin bref. Aussi pour un peu les anecdotes, j'ai revu du coup Johan Cavage, donc l'auteur de Moondir. Et bon, j'allais pas, vu qu'il a pas encore sorti sa BD, j'allais pas lui racheter Moondir pour me refaire une dédicace, mais je suis juste allé lui parler du coup comme ça pour discuter quoi. Et en vrai, ça m'a fait vachement plaisir parce que il m'a dit qu'il revoyait de temps en temps ma vidéo sur Moondir du coup, sur sa BD, quand il avait besoin un peu de motivation et tout, et du coup ben ça fait plaisir quoi. Tu te dis ouais, t'arrives à toucher l'auteur de base et tout, c'est vraiment cool quoi. Et puis du coup on a pu discuter, il m'a donné quelques infos sur sa prochaine BD là qui sort en mars. Il m'avait donné d'ailleurs une petite pub. Hop, ça, je sais pas comment ça se voit à la caméra. Donc il s'appelle Fantasy, sa prochaine BD. Donc ça sort le 27 mars, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il m'a donné un peu le pitch, enfin les idées un peu, il a de base qui construisent un peu le récit, et ça a l'air vraiment intéressant. Il a l'air d'avoir fait un truc... Enfin, le concept même de sa BD est très intéressant. Donc je sais pas, peut-être on verra si ça me touche autant, peut-être que j'en reparlerai en vidéo. Et sinon, tant pis, hein, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais l'acheter. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Oui, le principal, en vrai, le principal intérêt du festival d'Angoulême, selon moi, bah, c'est vraiment les rencontres, tu vois, les potes, tout simplement. Les premières années, autant on a essayé d'un peu tout faire, machin, même l'année dernière, je vous dis, j'avais fait les 3 masterclass des mangaka et tout, qui étaient payantes en plus. Du coup, ouais, là, cette année, je l'ai pas fait, du coup, pour vraiment profiter un peu de... Bah, juste d'avoir des potes, quoi, genre... typiquement, on a fait un Airbnb à 5, voire 6, selon les journées, avec des gens de Quakican, du coup, les fameux... parce que, je vous rappelle, au cas où vous ne le saviez pas, Quakican, à la base, c'est un Discord, c'est pas une chaîne YouTube. On a fait la chaîne à partir du Discord. C'est pour ça que c'était censé être un truc collaboratif à la base, même si bon, voilà, quoi. Mais du coup, voilà, dedans, il y a vraiment des gens que je connais depuis 7 ans, avec qui je parle depuis très longtemps, quoi. Et en fait, on se revoit un peu tous les ans là-bas, du coup, depuis 2 ans. Et à chaque fois, en fait, on en revoit des nouveaux, quoi. La première fois, j'y suis juste allé avec, du coup, Johan. La deuxième fois, j'y suis allé avec Johan, Saïd, enfin bref. Et là, du coup, j'en ai revu d'autres, Chrome, etc., que... C'était des gens marrants, c'était marrant, parce que par exemple, Chrome, je le connais depuis 7 ans. J'avais jamais vu sa tête. Donc bref, et c'était très cool parce que franchement on s'entend aussi bien en vrai que sur Discord, et c'est super cool, quoi. On rigole bien. Enfin, en vrai, il y a des fois ils étaient un peu chiants, certains. Mais bref, non, en vrai on s'est éclaté. On a fait des super connaissances, Nour par exemple. Et enfin bref, et puis il n'y a pas que juste l'Airbnb, hein, il y a aussi le fait qu'il y a plein d'autres gens qui vont là-bas, qui logent ailleurs et que je connais aussi, hein. Electrica, Fitz, Simon, Edel, Dimitri, enfin bref, il y a vraiment plein de gens aussi, certains que j'ai juste un peu croisés sans avoir trop le temps de discuter, des gens que je connais aussi de Twitter, par exemple. Toute la bande un peu de Tweetos Manga et tout. Tout ça, en fait, on se revoit un peu tout le temps là-bas, donc c'est vachement cool, je trouve. C'est vachement cool. Aussi, qu'est-ce que... Oui, Après, il y a plein d'anecdotes à la con. Non, en vrai, je vais pas me lancer dans les anecdotes parce que ça serait trop long. Mais genre, rien que, par exemple, je sais pas, la bouffe... où on doit... Parce qu'à Angoulême, à chaque fois, on doit bouffer... bah là, dans ce qu'il y a, donc en fait, on bouffe dans des fast-food.
Et il y a un peu des fast-food dégueulasses, genre le HFC par exemple, c'est terrible. Tu regardes les avis, y a des gens qui disent deuxième fois que j'y vais, deuxième fois que j'ai une chiasse colossale à la fin, plus jamais. Il y a des gens qui sont traumatisés par ces trucs. Du coup, à chaque fois, on y va et juste pour vérifier que notre estomac il tient. Enfin bref, des trucs à la con comme ça. Bref, on rigole bien en fait. Et du coup, voilà, enfin c'est l'occasion un peu de voir des gens et tout. J'ai eu un Quacky fan aussi. Non, mais ça m'est arrivé l'année dernière, ça m'est arrivé cette année, mais à nouveau, c'est un truc qui est toujours marrant, hein, c'est les gens qui ont vu, enfin, qui regardent les vidéos, qui me reconnaissent et puis qui viennent me voir et tout, en me disant qu'ils aiment bien ce que je fais. Ça fait toujours du bien à l'ego, hein, et puis généralement, même si au début il y a un peu une petite gêne et tout, parce que les gens des fois ils sont un peu stressés voilà, de venir parler à quelqu'un et tout. Généralement, on est vite à l'aise et puis on peut discuter et tout, et puis c'est sympa quoi. Et aussi, il y avait Ludo aussi qui est venu. Donc Ludo, le Quacky photographe officiel. Non, Ludo, c'est un pote du coup de Montpellier qui fait de la photo. Et je vous encourage à aller voir son Insta parce qu'il fait vraiment des putains de photos. Il est vraiment trop fort. Donc je vous le mets en description. Donc voilà, non, en vrai, enfin, on avait une bonne petite bande, quoi, si vous voulez. On s'est bien amusé. Et c'était vraiment ça le mieux, en fait, à Angoulême, je trouve. De vraiment voir un peu tout le monde comme ça. C'est un peu un point de ralliement entre weeb, hein, en vrai. Donc ouais, franchement, c'est super cool. Ouais, je pense que tous les ans, j'y retourne juste pour ça, en fait. Mais bref, il est temps de parler un peu de ce que j'ai acheté, histoire de vous parler vite fait de tout ça. Bon, pour commencer par un peu le plus ennuyant, on va dire, les mangas. Bon, j'ai fait un peu le Yankee, hein. J'ai acheté en fait, tout simplement les mangas qui me manquaient sur la liste des mangas que j'ai achetés régulièrement. Donc par exemple, le tome 22 de Mayomiro. Donc Mayomiro, c'est un thriller que j'aime beaucoup, qui est très très bien. Là, il y a le tome 22 qui sort, je crois que c'est fini au Japon, hein. Ça doit être en 25 ou 26 tomes, un truc comme ça, donc c'est bientôt, c'est pas loin de la fin, on va dire. Et c'est vraiment un manga que j'aime beaucoup, quoi. J'en avais déjà fait la pub. D'ailleurs, il y a une vidéo sur la chaîne YouTube, c'est une review du tome 9 de Mayomiro, et c'est la vidéo qui a fait le moins de vues de la chaîne, je crois. Sur la minia, il y avait encore mon lapin, enfin bref. Et du coup, c'est assez marrant, on peut en retrouver des traces, comme quoi c'est pas la première fois que j'en parle. Sinon, le tome 7 de L'Habitant de l'Infini. Donc la nouvelle édition, c'est le tome 7, mais c'est des doubles tomes. Donc pareil, ça c'est un manga que j'aime beaucoup. Je le lis du coup petit à petit. Et d'ailleurs, c'est un manga avec qui Fujimoto avait fait une interview croisée dans les fins de tomes du 5, 6 et 7, je crois, de Fire Punch. Donc l'auteur, là, Hiroaki Samura, qui était présent d'ailleurs au Festival d'Angoulême l'année dernière. Il avait discuté comme ça avec Fujimoto, les deux se respectaient beaucoup, enfin surtout Fujimoto le respectait beaucoup parce que pour lui c'était un peu un maître et tout. Et du coup, L'Habitant de l'Infini, c'est un manga qui est vraiment très très cool. Donc je vous le conseille aussi, même si c'est surtout beaucoup de bagarres, hein, c'est des combats au sabre et tout. C'est un truc de samouraï quoi, mais un peu fantaisiste, avec un héros qui est quasiment immortel, genre il peut se soigner, il se soigne instantanément d'un peu de tout. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu ce lien avec Fire Punch quoi. Il y a un peu le même principe de base, même si ça reste très très différent. Donc voilà, c'est assez cool, je vous le conseille. Sinon oui, j'ai acheté la nouvelle édition de Dorohedoro. Donc Dorohedoro, pour vous dire, le manga, ça c'est le tome 1 du coup, je l'ai découvert assez récemment, l'année dernière quoi, il y a un an quoi, enfin je crois que c'est fin 2023 que je l'ai découvert, bref. Et ça a été vraiment une claque de fou, genre vraiment c'est dans... Je pense que si je faisais un top 10 manga, il serait dedans, pour vous dire. Genre c'est un manga de fou. Si vous aimez Chainsaw Man, ça vous allez kiffer de fou. Genre c'est vraiment... Je pense que Chainsaw Man c'est un... Enfin bref, qu'est-ce que je... Je pense que Chainsaw Man
c'est énormément inspiré de Dorohedoro. Enfin, dans la vibe surtout. Il y a vraiment ce côté un peu absurde tout le temps qui sort de Dorohedoro, et en même temps ce côté très gore, très trash, très violent, mais toujours un peu décalé et tout. C'est vraiment génial. Franchement, c'est une œuvre de fou furieux. Et même graphiquement, il y a plein d'idées tout le temps de découpage, de dessin, de machin. Franchement, ouais, c'est une œuvre de malade. Et du coup, il y a cette nouvelle édition qui est sortie. Parce que, on va pas se le cacher, l'ancienne édition était catastrophique. Vraiment, c'était du terrorisme le truc. Genre c'était un tome de 150 pages, c'est même pas de 200 pages, il coûtait 13 balles, et en plus il y avait une qualité de merde, genre le papier était dégueulasse, il y avait même l'impression était un peu floue. Genre vraiment, c'est l'édition la plus catastrophique que j'ai vue de ma vie. Et du coup là ils ont refait une réédition qui est vraiment super propre, enfin je trouve. C'est en double tome en plus, en pas grand format mais moyen format quoi, format un peu de luxe comme on voit sur la deuxième rangée là. Parce que enfin moi ce que j'appelle grand format c'est les trucs qu'on voit un peu plus haut là, où c'est un peu, enfin, genre c'est beaucoup plus grand. Bref. Mais du coup voilà, c'est l'espèce de format entre les deux là, moyen format qu'on retrouve un peu dans les Deluxe. Franchement l'édition a l'air de qualité quoi. Bon après ça reste très cher, hein, c'est 20 € pour des doubles tomes. Bon certes c'est des doubles tomes mais ça fait 300 pages quoi. Après il y a des pages couleurs, il y a plein de... Bref, donc... si vous avez le budget, foncez, hein, parce que vraiment c'est joli quoi. Mais si vous l'avez pas, bon courage. Ensuite j'ai acheté le 7ème tome de Hirayasumi, donc où est-ce que je l'ai foutu? Ah ouais ça. Donc Hirayasumi de Keigo Shinzo. Franchement, Keigo Shinzo c'est vraiment une valeur sûre de fou. Genre, ça c'est vraiment, je pense... actuellement, parce que c'est un auteur qui est actuel, hein, ça c'est un manga qui dessine, qui est en cours. Je pense qu'actuellement c'est tout simplement un des meilleurs mangaka de notre époque. J'exagère même pas. Je sais que personne le connaît, enfin personne, si les gens le connaissent quand même un petit peu, mais je sais qu'il n'y a pas grand monde qui le connaît, mais franchement son travail il est incroyable. Puis en plus il fait plein de trucs, genre en ce moment il y a La Planète Verte qui sort, qui est un de ses mangas de lui, c'est de la SF et tout. Il a fait un espèce de drame qui est incroyable, qui s'appelle... comment? Merde. Mauvaises Herbes, qui est vraiment exceptionnel. Et il fait plein de trucs, ça c'est un truc un peu feel good, du quotidien des gens et tout, mais qui raconte quand même plein de trucs. Ça raconte un peu du rapport au salariat, de comment certaines personnes se font bouffer par leur travail, ne pensent qu'à ça, et comment d'autres arrivent un peu à s'émanciper de tout ça en profitant un peu des moments simples de la vie et tout. Enfin bref, c'est vraiment un travail qui est à la fois très touchant, très profond et très chill. Et franchement, ouais, je vous le conseille, c'est vraiment des... Mais je vous conseille tous ces mangas en fait, genre, c'est vraiment un auteur de fou. Mais pareil, un truc qui est chiant aussi, c'est que c'est publié par les Arts Noirs et ça coûte cher. Bon, certes, c'est des moyens formats, comme j'ai dit, mais ça coûte, je crois que ça coûte 15 balles. Hein. Non, 13 €, pardon. C'est 13 balles pour un tome, donc ouais, ça reste cher. Hein. C'est un peu dommage, je trouve. Sinon, ensuite, j'ai acheté du coup le dernier manga sorti par... Merde, Gutanabe. Enfin, sorti en France, fait par Gutanabe, qui s'appelle du coup Les Chats d'Ultar. Donc encore du Lovecraft, hein, je l'ai pas encore lu, comme vous voyez, sous blister encore. Mais voilà, ces œuvres, je les ai toutes achetées en fait, quasiment, hein, parce que je crois qu'il y a juste un espèce de petit one-shot que j'ai pas. Donc c'est tout en haut là, tout ça là-bas. Et c'est vraiment, enfin tout est très bien, parce que de toute façon moi j'aime beaucoup Lovecraft, donc forcément je vais aimer. Enfin, non, je vais pas aimer forcément parce que c'est du Lovecraft, parce que comme j'ai dit c'est très compliqué d'adapter du Lovecraft. Mais lui il le fait très bien, donc j'aime beaucoup. Et puis ils ont offert avec ça un espèce de truc, je sais pas du tout comment ça va rendre à la caméra, mais c'est des trucs un peu qui bougent, tu vois, ça change de... Ça change... Enfin bref, je sais plus comment ça s'appelle, ça a un nom, ce truc là. Mais en gros, selon l'angle dans lequel tu le regardes, ça affiche pas la même chose. Bref. Donc c'est un petit cadeau sympa. Ensuite... ah voilà. Encore du Moto Hagio. J'ai acheté... Du coup c'est
une infinité de jours et de nuits, donc manga de Moto Hagio. J'ai aucune idée de quoi ça parle, je l'ai juste acheté parce que c'est une Moto Hagio. Donc Moto Hagio, bah, c'est une mangaka qui était là au festival l'année dernière, avec qui j'avais eu sa conférence et tout. Et en gros, pour vous dire, c'est une des mangakas les plus influentes de l'histoire du manga, hein, tout simplement. Et surtout du shoujo. Donc c'est vraiment une femme qui a fait énormément de shoujo, et beaucoup à la fois de... voilà, de drames, de trucs un peu de tout, genre beaucoup de SF aussi. Et franchement, je sais que généralement elle fait du très bon taf, donc j'ai pas vraiment hésité, hein, j'ai vu le nom, j'ai acheté. En plus, c'est publié chez Akata. Akata, honnêtement, je pense que actuellement, ils font partie des meilleures maisons d'édition. Donc, généralement, quand vous achetez là-bas, il y a moyen d'avoir des bons trucs, quoi. Surtout leur collection héritage. Franchement, leur collection héritage, elle est vraiment intéressante. J'avais acheté, je crois c'est Confidence d'une prostituée. Non, oui c'est ça. Je sais plus où c'est. Oui, c'est là-bas. Confidence d'une prostituée qui était super intéressant. Fait par l'auteur enfin dessiné par l'auteur de Golgo 13. J'en parlerai un jour, je pense aussi. Bref. Du coup, ouais, ben ça me... Très content de cet achat-là, du coup. Et du coup, le dernier manga que j'ai acheté, parce que je vous dis, j'en ai acheté beaucoup, hein, où là, pareil, c'est un achat que j'avais pas du tout prévu. Je l'ai pas encore lu d'ailleurs, hein, mais c'est un manga dont j'avais entendu vaguement parler par des gens, parce que c'est vraiment pas du tout un manga connu, hein. C'est Élégie en rouge. En vrai, je dis que c'est pas connu, c'est peut-être très connu par les spécialistes du manga ou par les japonais, hein, aussi. Mais en fait, je sais que c'est un manga d'un auteur qui a énormément inspiré Kamimura. Donc Kamimura qui a fait plein de trucs aussi très importants dans l'histoire du manga, notamment Lady Snowblood, qui a ensuite inspiré... merde, je sais plus comment ça s'appelle, Kill Bill de Tarantino, enfin bref. C'est vraiment un enchaînement de... c'est genre Kamimura, c'est un mec qui a inspiré énormément de gens, et lui-même a été inspiré par ce manga-là. Donc voilà, j'étais quand même curieux de le voir, surtout qu'en plus, fait assez rare, c'est un manga en couleur. Bon, après, il n'y a pas beaucoup de couleurs, hein, c'est des aplats de rouge, hein. Mais ça reste assez intéressant pour être noté. Et puis voilà, en fait, surtout aussi, il était à moins 50% parce que je pense que c'est un tome d'occasion. Pareil, c'est un truc que j'ai acheté au Nouveau Monde, vous voyez, enfin là où il y a beaucoup d'auteurs indépendants, parce que c'est l'édition Cornelius, même si Cornelius ça reste quand même une maison d'édition assez grande, elle est pas quand même ultra connue, et généralement ils font des trucs qui sont un peu chers. Mais là voilà, c'est moitié prix, donc je me suis dit c'est l'occasion, et je sais que j'avais déjà entendu parler de ça chez quelques personnes qui s'y connaissent énormément en manga, beaucoup plus que moi, hein, des genres de types qui peuvent te citer 150 mangas des années 60, quoi. Et du coup, je m'étais dit, ben pourquoi pas, je vais essayer, mais j'ai pas encore lu, du coup. Je peux pas vous confirmer si c'est bien, pas bien. Et j'ai pas non plus la culture nécessaire pour vous dire en quoi c'est une œuvre importante. Mais sinon, parce que là on a parlé du coup que de manga. J'ai pas acheté de comics, hein, parce que comics je m'y connais rien du tout, et puis ça m'attire un peu moins, on va dire. Les seuls comics que j'ai ici, c'est quelques comics du Joker, et puis l'immense comics Sandman, qui est là-bas. Je sais pas si on peut voir comme ça. Bref, bon, vous voyez plus mes fringues qu'autre chose, je pense, mais ouais, là-bas, il y a du Sandman. Et du coup, oui, bref, j'ai acheté des BD, du coup, et on va commencer par la première, parce que je l'ai lu, celle-là. Hop. Ouais, du coup, je l'ai lu, donc je peux en parler vite fait. Et je l'ai acheté, là, dans le petit appartement là, dont je vous avais parlé, qui fait même pas partie du festival. J'ai acheté là-bas, du coup, vraiment au pif, hein, parce qu'il y a un mec, comment, il l'a bien vendu, hein, il y a un type qui avait écrit, il avait mis un post-it dessus, il avait mis à croiser entre Berserk et je sais plus quelle BD. En vrai, je sais même pas s'il parlait de Berserk le manga ou d'une BD qui s'appelle Berserk. Honnêtement, j'en sais rien du tout. C'est vrai qu'il y a un petit côté Berserk dans le côté un peu nihiliste, dans le côté un peu désespoir et tout.
dans le côté combat perdu d'avance contre un espèce de grand dieu, machin. Mais bref, c'est Bark, ça s'appelle. Donc une petite BD qui est vraiment très très cool. En fait je l'ai lu il y a 1 heure ou deux là. C'est vraiment bien. Alors c'est très... Enfin, la narration est assez particulière, faut suivre. Hein. Et c'est pas pour tout le monde, mais c'est vraiment bien, franchement j'ai beaucoup aimé. Bon, même au niveau du style, c'est assez particulier. Bon déjà c'est pas du noir et blanc, c'est du noir et bleu. Mais il y a beaucoup de trucs, de bonnes idées, genre là par exemple c'est un flashback, donc ça met, vous voyez, le cadre il change et tout. Il y a plein de bonnes idées de découpage comme ça, c'est des dessins assez particuliers mais qui marchent plutôt bien, qui me plaisent moi. T'as un côté à la fois absurde, un peu comique, t'as des scènes d'action qui sont cool. Ça me fait penser un peu à Helper par exemple, dans le côté un peu simple du dessin, mais aussi un peu avec pas mal d'action, assez expressif et tout. Bref, c'est très très cool. Apparemment c'est la partie 1, donc j'imagine qu'il y aura sûrement une partie 2. C'est un truc qui est assez récent, hein, ça date de 2024. Enfin ça a été publié en France en 2024, ça doit dater d'avant, je sais pas de quand ça date. Mais j'ai vu qu'il y avait un site internet pour ça, pour suivre, qui s'appelle barksaga.com. Donc j'irai voir, j'irai me renseigner un petit peu, voir ce que ça donne. Bref, encore la caméra qui coupe, mais bref. Mais oui, bref, du coup ce que je disais c'est que... voilà, je sais pas... honnêtement je sais pas si vous allez pouvoir l'acheter. Hein. Ce que je vous dis, j'ai acheté dans le petit truc là, c'est édition Les Requins Marteaux. Je sais même pas si ça se trouve sur internet, dans quel magasin l'acheter. Bon j'imagine que oui, vu que ça a l'air d'être une vraie maison d'édition, et que c'est une traduction d'un autre truc. Mais voilà, ça peut être difficile à trouver, je pense. Enfin bref, je vous laisserai chercher de votre côté, hein, si ça vous intéresse. Ensuite, oui, j'ai acheté... Hop, je vous ai dit qu'il y avait une expo sur la SF. Du coup, j'en ai profité pour acheter un monstre de la SF, que je veux lire depuis très longtemps, mais j'ai jamais su par quoi commencer. J'étais un peu intimidé par l'ampleur de tout ce qu'il faisait et par le fait que c'est pas forcément non plus mon style de narration. Je sais que c'est pas forcément... Enfin, c'est un style un peu particulier qui peut avoir vieilli ou quoi. C'est Moebius. Donc Moebius, pour ceux qui connaissent pas, vous voyez la SF en BD, mais quand je parle de BD, je parle de manière globale, genre mondiale. Bah c'est lui. Genre c'est lui qui est à la base de tout. Enfin bon, en vrai j'exagère peut-être un petit peu. Mais juste pour vous donner une idée, tiens par exemple pour le manga, son impact sur le manga, c'est une des inspirations principales de Katsuhiro Otomo. Katsuhiro Otomo qui a dessiné Akira. Pardon. Katsuhiro Otomo qui a dessiné Akira. Rien que ça. Genre, à partir de là, je pense qu'en termes d'ampleur, d'impact, on peut difficilement faire mieux, hein, parce que, au cas où vous savez pas, Akira, en termes d'impact sur le monde du manga de manière générale, même sur le monde de l'animation, c'est un truc de fou, hein. C'est vraiment une œuvre de zinzin. Genre, même Naruto, ça existerait pas s'il n'y avait pas eu Akira, genre. Vraiment, on en est à ce point-là d'importance, quoi. Et ben Moebius, c'est le mec qui a inspiré ça, quoi. Et qui a inspiré énormément d'autres, genre, c'est vraiment la base de la SF en franco-belge, genre, il a inspiré vraiment tout le monde. Et je pense que niveau mondial, il a inspiré tout le monde. Alors, bref, et du coup, j'ai acheté Arzak, ce gros pavé, là. Ce gros truc. C'est un double tome. Bon, ça m'a coûté 40 balles, hein, mais voilà, et ça a l'air super intéressant. En fait, j'ai beaucoup vu certains extraits de cette BD, dans des gens, des espèces de contes esthétiques qui mettent des belles planches et tout. Parce qu'en fait, il y a vraiment des planches qui sont juste magnifiques dans cette BD. Et du coup, j'ai trop hâte de la lire, hein, parce que le style de Moebius, c'est vraiment beau. Genre, c'est un mec qui dessinait extrêmement bien, qui avait vraiment son style à lui, que ça soit en termes de traits ou même de pattes de couleur, enfin de colorisation. Et puis c'est vraiment un gars en plus c'était un monstre en dessin, il dessinait super vite, il dessinait énormément, son trait était super fin tout le temps. C'est lui qui avait fait d'ailleurs le storyboard pour l'anecdote du film Dune de Jodorowsky qui a jamais vu le jour, hein, parce que c'était un film tellement démentiel que il y a jamais... Enfin bref, il y a toute une histoire là, sur ce film là. Dis-vous que
Dites-vous que le reste, ce qui a été fait, le reste du film, ils s'en ont servi plus tard pour faire Alien, qui a révolutionné la SF horrifique dans le cinéma, et d'autres trucs, enfin, c'est vrai que ça a eu un impact de fou ce film, et c'est lui qui avait fait dessiner ça. Et je sais que Jodorowsky avait dit qu'il était halluciné de voir la vitesse à laquelle le mec dessinait, quoi. Alors il lui disait tiens j'aimerais que la scène soit comme ça, paf, il faisait le truc, hop c'était fait. Bref, du coup, ouais, Moebius, grand auteur de BD, dessinateur de BD surtout. Et du coup, ben, j'avais vraiment envie de lire ce qu'il avait pu faire, quoi, forcément. Alors ensuite, dans les dernières BD que j'ai achetées, il y a Cry Wolf Girl. Donc j'étais juste attiré par la couve et puis par les dessins à l'intérieur qui étaient super beaux. Bon, ça m'a un peu fait chier parce que ça fait 40 pages et que ça coûte 16 balles. Mais ça avait l'air d'être chez un petit éditeur un peu indépendant, même si c'était au Monde des Bulles. Et du coup, j'étais intrigué, je l'ai acheté. Et vraiment, à l'intérieur, il y a vraiment des pages que je trouve super belles. Ça utilise la couleur de manière très intelligente, je trouve. Je trouve ça vraiment beau. Il y a vraiment plein de beaux plans partout. Bon, par contre, vu que c'est dessiné un peu avec un découpage type manga, entre guillemets, on va dire, dans le sens où genre, comment il se passe très peu de choses en une page, hein, c'est très rapide à lire. Ben, en 40 pages, c'est compliqué de dessiner un truc qui a vraiment de l'impact, tu vois. C'est assez limité, je trouve, en termes de narration. Et du coup, ça m'a pas impacté de fou non plus. Donc, pour 16 balles, ça fait un peu cher, je trouve. Mais ça reste quand même très sympa graphiquement, je trouve, donc c'est pas une perte non plus. Et enfin, le dernier, du coup, c'est Dark World. Donc, pour lui, j'ai pas eu de chance. En gros, je me suis pointé au même stand que j'ai acheté Cry Wolf Girl. Et j'ai acheté le truc parce qu'en fait, il y avait l'auteur qui faisait des dédicaces. Donc je me suis dit, tiens, je vais aller faire ma dédicace en même temps. Et puis surtout qu'en plus, enfin, honnêtement, j'ai feuilleté, ça avait l'air très cool. Hein. C'est... Enfin, le style, en tout cas, moi, il me plaît pas mal. Ça a l'air d'être vraiment sympa, je trouve. Un récit un peu épique, cool et tout. Franchement. Puis ouais, comme j'ai dit, les dessins, je sais pas, les chara design, tout, je trouve ça vraiment sympa. Donc je me suis dit, vas-y, je vais l'acheter. Hein. Et, et j'arrive du coup pour le faire dédicacer, il m'a dit ah non mais j'arrête les dédicaces, ça fait déjà 30 minutes de rap que je fais là, j'en peux plus. Du coup là je fais ma dernière dédicace et je m'en vais. Et en vrai, enfin c'est... je lui en veux pas du tout parce que j'imagine que... Enfin, en plus tu fais du rap, t'es là, au début t'es un auteur, t'es content, tu vois des gens qui achètent ton truc. Mais au bout d'un moment tu dois être vraiment lessivé quoi, parce que tu passes ta journée à faire des dessins, à discuter et tout... Enfin bref, c'est assez... ça doit être assez éprouvant, je pense, quand t'es auteur. Surtout que tu passes déjà ta vie à dessiner, donc au bout d'un moment, tu dois en avoir marre. Du coup, j'ai pas eu ma dédicace, mais après, bon, la BD a l'air quand même vraiment cool, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, j'aime beaucoup le dessin, donc ouais, pas de regret pour le coup. Et enfin, pour finir sur une note un peu plus joyeuse... Non, je voulais juste évoquer vite fait, mais très vite fait, parce que bon, en impro comme ça c'est compliqué, c'est un sujet qui mériterait d'être traité un peu plus en profondeur, plus façon de travailler. Mais quelqu'un l'a déjà fait pour moi, donc je vais vous renvoyer vers sa vidéo. Ouais, Angoulême, c'était aussi quasiment tous les ans il y a des scandales. Hein. Et cette année, parce que Angoulême ça reste un milieu, le milieu de la BD c'est un milieu un peu pas ouf hein, des fois, hein, genre c'est un mélange en fait entre un entre-soi un peu bourgeois, des mecs qui veulent faire du fric, enfin voilà. Et du coup ouais, si vous voulez cette année le scandale par contre était vraiment, enfin je trouve vraiment grave. Il y a 2 ans par exemple c'était le fait qu'il y ait Bastien Vivès qui soit là alors que c'est un auteur clairement qui fait du contenu pédopornographique quoi, enfin quasiment, et qui a l'air vraiment de kiffer l'inceste, la pédophilie, etc. Donc voilà. Mais cette année, c'était, je trouve, encore pire, parce que c'est du coup l'histoire d'une fille qui s'appelle Chloé. Enfin, il me semble que Chloé c'est un nom d'emprunt, hein, mais voilà, on a décidé de l'appeler comme ça. Qui s'était fait violer l'année dernière à Angoulême.
qui le lendemain, du coup, est allée se plaindre, parce qu'elle s'était fait droguer, violer, etc. par un mec... Parce qu'elle travaillait au staff d'Angoulême, parce qu'Angoulême c'est géré par une entreprise, le festival, je veux dire. Donc elle est allée se plaindre à son entreprise, quoi, le lendemain. Et son manager lui a dit, il me semble, mot pour mot, hein, parce que ça a été rapporté, vous pouvez aller voir les journaux et tout, prends une pilule du lendemain et retourne bosser, tu vois. En gros, il lui a dit ça, quoi. Je vous imagine la violence du truc, quoi. Du coup, elle a... Enfin... Bref. Franchement, j'ai pas de mots pour décrire à quel point c'est dégueulasse. Attends. Mais du coup, ça s'arrête pas là, parce que, du coup, forcément, vous vous doutez, elle a pas retourné bosser comme ça sans rien dire, du coup, elle s'est plainte et tout. Et ils l'ont virée. Ils l'ont virée de l'entreprise parce qu'elle s'est plainte, s'être fait violer. Je sais pas si... c'est complètement lunaire. Franchement, enfin bref, ça me fait péter un plomb. Et du coup, ben, forcément, après, elle a porté plainte et tout, sauf que, en fait, elle se dresse vraiment contre un peu contre un colosse, parce que c'est un peu des grands noms du milieu de la BD, entre guillemets, enfin, l'organisateur du festival de la BD, c'est quand même un gros truc, quoi, dans le milieu. Et en plus, si vous voulez, c'est un milieu, enfin, cette organisation, c'est un truc vraiment, comment? C'est vraiment un entre-soi de riches et tout, genre, c'est un truc qui est très accusé de... Merde, comment on dit ça déjà? J'ai oublié le mot. Ah voilà, c'est souvent accusé de népotisme en fait, parce que tout simplement, la meuf qui gère le truc, ben c'est la fille de celui qui gérait avant, quoi, et puis, enfin, tu vois vraiment qu'elle a été placée là parce que c'était la fille d'eux, quoi. Et du coup, c'était vraiment ce truc un peu d'entre-soi et tout, très solidaire, du coup, et ils ont... Bref, ils ont vraiment balancé le truc comme ça, ils l'ont viré et tout, machin, sans scrupule ni rien. Et du coup, en fait, cette fille-là, ben, en portant plainte contre eux, elle se bat vraiment contre une institution, en fait. Et de manière générale, contre le sexisme dans le milieu de la BD, de manière générale, parce que c'est un milieu qui est très... on va pas se le cacher, hein, qui est très sexiste. Et du coup, ben, force à elle, hein, et puis comme il disait sur plein de stands, hein, il y a le fameux Chloé, on te croit, donc on te croit. Et franchement, je vois pas ce que je peux faire pour soutenir, mais force à elle, hein, parce que... Bon, la violence du truc, franchement, je m'en remets toujours pas, ça me... J'étais choqué, franchement, quand j'ai appris ça. À ce point-là, quoi, virer et tout, bref, c'est complètement lunaire. Mais voilà, comme j'ai dit, il y a mieux que moi pour en parler, hein. Il y a le fils de Bulle qui a fait une vidéo sur Angoulême qui est beaucoup plus travaillée, beaucoup plus complète, et je vous conseille d'aller la voir parce que il parle justement de tout ce qui est scandale et tout de façon bien plus fouillée, en vous mettant les sources de toute l'enquête, tout ça. Donc franchement, allez voir ça. Et puis de manière générale, il parle du festival de façon un peu plus travaillée que ce que j'ai fait ici, donc ouais, franchement, allez voir sa vidéo, elle est plutôt cool. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire du coup sur le festival. Je pense que j'étais un peu trop long en fait. J'ai clairement été trop long, mais c'est pas grave, c'était un premier test comme ça de ce genre de petite vidéo. J'espère que ça vous a plu quand même. Et puis à la prochaine, hein. Je sais pas trop de quoi on parlera la prochaine fois, mais voilà, je pense que ça peut être cool. Vous me direz ce que vous en pensez un peu dans les commentaires de ce genre de format, entre guillemets. Mais moi ça me plaît un peu de faire ça. Allez, salut!